Donc, bah, écoute, ça y est, on est en train d'enregistrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui en interview avec Laurent Coinca. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Je te remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ton site concernant mon affaire. Ouais, si tu pouvais parler juste un petit peu plus fort, parce que j'ai des petits problèmes de micro pour qu'on ait le même son. Oui. Donc Laurent, j'ai vu sur Wikipédia que tu m'as envoyé un lien, il te référence en France comme un lanceur d'alerte. Exactement. Sur Wikipédia. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours et puis nous dire voilà qui tu es? D'accord. Alors donc, Laurent Cuenca, moi j'ai 50 ans. J'ai fait une partie de ma carrière. Parle bien fort, hein. Une partie de ma carrière. Ouais. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends. Une partie de ma carrière donc dans la police nationale. Et cette carrière s'est malheureusement écoutée sur un complot que je vais détailler tout à l'heure. Ok. Oui, je suis recensé comme lanceur d'alerte, puisque en 2009, j'avais fondé et j'avais, par l'intermédiaire de cette association, dénoncé les effets néfastes de la révision générale des politiques publiques. Ok. 8 mois de vie de cette association pour nous démolir, et moi, on m'a démoli, y compris socialement. Voilà, je vais tout détailler. Donc, t'as monté une association de loi 1901 alors que tu étais déjà dans la police. Voilà. T'as passé combien de temps dans la police en tout avant de monter en tout, ouais. Alors, j'ai passé 28 ans dans la police. Hein. J'ai fait un peu de carrière à Paris. Ouais. J'ai été ensuite en police de l'air et des frontières. Et une vingtaine d'années, le gros de ma carrière en compagnie républicaine de sécurité. Ok. J'avais beaucoup de spécialités. J'étais maître-nageur sauveteur en route. Hein. Et j'étais formateur aussi. Donc je recevais des nouvelles recrues et je les formais aux techniques, etc. Et en 2011, j'ai fondé une association loi 1901 qui s'appelait Police Victime, dont le but était de soutenir moralement et juridiquement les fonctionnaires de police, les forces de l'ordre en détresse, parce que il faut s'en remettre de suicide par an, rien que dans la police, et c'est pas rien. Donc moi j'ai subi du harcèlement, et suite à ça, j'ai monté une association avec d'autres collègues, j'en étais donc le président. Je suis ensuite monté au créneau, je me suis exprimé sur une radio suite à un suicide d'une fonctionnaire. Et au titre de l'association, bien sûr, et pas en tant que policier, j'ai dénoncé les effets néfastes de la révision générale des politiques publiques. D'ailleurs, bon, aujourd'hui je souris. Voilà. Tu peux me poser une question, je crois. Non, c'est bon, vas-y, continue. Et voilà, j'étais en train donc de dire que j'avais dénoncé en 2011 les effets néfastes de la RGPP avec la diminution des effectifs, et on voit aujourd'hui que suite à ce qui s'est passé, hein, Charlie et le Bataclan, le pouvoir est revenu, a fait machine arrière, virage à 180 degrés même, et réembauche dans l'urgence des milliers de fonctionnaires pour assurer la sécurité. Donc j'étais, oui, effectivement, un lanceur d'alerte, et je crois qu'aujourd'hui on peut le dire. Si on nous avait écouté à l'époque, je crois qu'il y aurait peut-être eu, je dis pas qu'on aurait évité les attentats, mais je pense que le territoire aurait été peut-être mieux surveillé. Voilà. D'accord. Donc cette association m'a... Oui, vas-y, parle-nous de l'association. Oui. Donc l'association loi 1901, elle regroupait pas mal, elle démarrait très bien d'ailleurs, elle regroupait les forces de l'ordre, hein. Il y avait des gendarmes qui s'y greffaient. Et nous, on devait défendre juridiquement des fonctionnaires qui avaient des problèmes de harcèlement dans leur profession, puisqu'il y a quand même pas mal de harcèlement et de discrimination. Et on devait aussi avoir une branche sociale. On commençait à avoir pas mal de sur les locations, même sur les finances, sur le sport. On commençait à avoir pas mal de contrats de signés pour les adhérents. Enfin bref. Quelque chose vraiment de... Quelque chose vraiment de... Ça se développait, quoi. Ça se développait bien, l'association. Oui, tout à fait. Ça se développait très bien. Et en quoi cette association elle était gênante pour la hiérarchie ou pour... Alors,
Cette association, elle était gênante parce qu'il y avait une association, il y a une association concurrente reconnue d'utilité publique, mais nous, quand on a fondé notre association, on n'avait pas du tout l'intention de la concurrencer. Nous, on avait un volet à part. Et il faut savoir que l'ex de cette association, c'est quelqu'un qui est franc-maçon, qui est très influent depuis des années. Il est en retraite maintenant. Il a fait parler de lui récemment dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres. Il a fait beaucoup de trafic d'influence, il a fait beaucoup de mal, il a été incarcéré pas mal de fois. Qui est cette personne? La menace est partie de là. Qui est cette personne? Voilà. C'est l'ancien président de l'Association nationale d'action sociale, de l'ANAS, qui a été cité plusieurs fois dans mon affaire, où on m'a demandé à l'époque de me méfier, et on m'a aussi demandé de faire attention, puisqu'il y avait la franc-maçonnerie derrière, étant donné que ce monsieur est très influent. Il a siégé au Conseil économique et social, il a fait nommer des personnalités. J'avais rencontré, moi, à l'époque, le député Orboise, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice, hein, qui m'avait dit à l'époque, vous n'avez pas peur de gêner ce monsieur avec votre association? Je ne vois pas en quoi on aurait pu le gêner. On m'a demandé plusieurs fois de faire très attention. Donc moi, pour résumer un petit peu, j'ai déposé plainte donc contre X, puisqu'il y a quand même plusieurs personnes dans cette affaire. Hein. Il y a un directeur de la police nationale qui est visé, puisqu'il a carrément fait du faux en écriture dans le but de me décrédibiliser et dans le but de me nuire et de me virer de la police, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que tu appelles faux en écriture exactement? Il a fait quoi? Alors dans mon dossier, on m'a sanctionné déjà administrativement. Hein, on a invoqué un manquement au devoir de réserve, une déloyauté, tout ça parce que j'avais monté une association. Bon, quand on a monté cette association en 2011, j'ai commencé à subir du harcèlement à n'en plus finir. Ça a été une baisse de notes, ça a été une non-proposition à l'avancement qui était injustifiée. Or, j'ai cette médaille, je la montre. Elle s'obtient au bout de 20 ans. C'est pas n'importe qui peut l'avoir. Il faut avoir un très bon dossier, une très bonne note. Moi, je l'ai eu au bout de 19 ans. J'avais un très 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 bon dossier. Donc, on m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a mis dans des placards jusqu'à que je craque. Et on m'a fait comprendre, mon ex-chef de service, qui a été muté lui aussi bizarrement comme un service rendu, qui est actuellement dans une ambassade responsable de la sécurité en Afrique, hein, m'avait prévenu, m'avait dit, écoutez, moi, je n'y suis pour rien, c'est Paris qui tire les ficelles. Voilà, il m'avait mis en garde. Donc c'est une affaire qui remonte assez haut, quoi. C'est une affaire qui remonte très haut, bien sûr. La personne concernée, l'ancien directeur de la police, a été nommé par la suite préfet. Tu peux donner des noms quand tu parles de personnes? Oui, alors lui, je vais donner son nom. D'autres personnes, je vais pas les citer pour pas avoir de problème, parce qu'il y a une instruction en cours. D'accord. Et la personne que je vais nommer, de toute façon, moi j'ai une preuve à l'appui, par écrit, contre X, mais cette personne va être entendue. C'est vraiment, je dirais, la personne principale qui a initié cette affaire. Ouais. Alors après, peut-être qu'elle a eu des instructions c'est un franc-maçon aussi. Ouais. Monsieur Végel Hubert, qui était directeur des CRS en 2011-2012, qui a ensuite été nommé préfet, quand le pouvoir a changé, à l'époque où Hollande a été nommé. Il a été nommé préfet responsable de la sécurité sur le sud-ouest. Il a essayé de me nuire une seconde fois en essayant de m'enlever ma carte professionnelle pour travailler dans la sécurité privée. Parce qu'il faut savoir qu'à ce jour, je bénéficie de cette carte, je peux travailler dans la sécurité privée, y compris avec un port d'armes, alors que le ministère de l'Intérieur a signé un arrêté pour me jeter par le biais d'une invalidité. Une invalidité totale, y compris au port d'armes. Et ça passe pas par un juge, si? Ça passe pas par un juge. C'est comme ça, ils mettent ton nom sur la liste et ils décident de te... Tout à fait. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a 2-3 personnes dans mon cas. Donc, moi, mon cas est le plus horrible. Hein. Donc là, on parle même pas de l'état d'urgence. C'est-à-dire que ça, c'était une affaire qui remonte avant l'état d'urgence. C'est-à-dire que sans passer par aucun jugement, tu peux mettre un policier, déclarer qu'il est inapte. Tout à fait. Un policier... Juste sur les dires d'une personne, quoi. De la hiérarchie. Sur les dires d'une personne,
ils ont monté ce dossier. Alors, on m'a sanctionné, j'ai quand même pris 6 mois d'exclusion, hein, sans salaire. Et la raison qui était invoquée pour t'exclure, c'était quoi? C'était une déloyauté par rapport à mon association. C'est tout. Parce que je m'étais exprimé au travers de mon association, on a dit que j'étais déloyal, que j'avais manqué à mon devoir de réserve, or il n'a pas été prouvé. On m'a passé en conseil de discipline. Ouais. Lorsque j'ai reçu mon dossier disciplinaire au mois de mai 2012, parce que faut dire que quand on m'a invoqué mon passage en conseil de discipline, mon médecin traitant, parce que j'ai craqué, là, mon médecin traitant m'a mis en accident du travail pour harcèlement. C'est rare quand même. Il m'a mis en accident du travail pour harcèlement. Ça a été reconnu 8 mois après par mon administration de tutelle à l'époque. Puis ensuite, la personne que j'ai citée tout à l'heure l'a fait rejeter par le biais d'une commission médicale. Donc, ils ont monté un dossier. Dans mon dossier disciplinaire, il était dit à la base que j'étais psychologiquement inapte suite au décès de mes parents. Alors, on a cité à un endroit mon père et après on a cité ma mère. Je les aurais retrouvés pendus et je les aurais dépendus moi-même. Bon, ma mère, qui est décédée en 2002, est décédée naturellement. Donc une histoire totalement inventée, quoi. Exactement. On est allé profaner déjà la tombe de ma mère, mais en plus on a insulté mon père, puisqu'on a dit qu'il était pendu. Mon père est toujours en vie aujourd'hui. C'est un ancien policier aussi. Il a travaillé pendant 35 ans dans la police. Pourquoi on est allé inventer ça? C'était pour passer par la voie médicale, puisque pour jeter un fonctionnaire de nos jours, il y a le conseil de discipline. Alors il faut savoir que le conseil de discipline, c'est une instance qui de nos jours n'a plus lieu d'exister parce qu'elle est complètement vérolée par le système, je dirais des francs-maçons aussi qui siègent dedans. Les syndicats sont complètement infiltrés aussi. Il n'y a qu'à voir, hein, tous les secrétaires nationaux. Donc toute la coalition qui s'est montée contre toi faisait tous partie de la même loge maçonnique. C'est ce que tu es en train de dire. La même loge, ils sont tous francs-maçons. Ils sont tous francs-maçons. À haut niveau, les hauts fonctionnaires, il faut savoir quand même que dans la maçonnerie... Tu dirais que la police nationale et les CRS, quel est le niveau d'infiltration de la franc-maçonnerie à l'intérieur? Alors il y a eu plusieurs enquêtes menées dessus par des journalistes, notamment Sophie Coignard qui a écrit là-dessus. La police s'est infiltrée quasiment à, j'ai plus les chiffres en tête, mais ce sont les hauts fonctionnaires, hein, ceux qui encadrent, les commissaires, les commandants, très peu à la base, parce qu'à la base, ils s'en foutent. C'est pas intéressant, ils n'ont pas de pouvoir de levier, ils n'ont pas d'influence. Par contre, à partir du grade de commandant et au-dessus, et surtout au-dessus, les commissaires et les contrôleurs, jusqu'au grade de préfet, et après, bon, dans les ministères, ils sont tous francs-maçons. Un sur deux. Un sur deux. Donc, un sur deux. Voilà. Ok, donc il y a une grosse infiltration. Ils achètent les syndicats font taire la base. J'ai fait du syndicalisme, je sais très bien comment ça se passe. J'ai été. Les syndicats sont tous achetés, que ce soit à la police ou ailleurs. Ils sont tous récupérés. Ils finissent au Conseil économique et social. Ils ont des médailles de Légion d'honneur, etc. C'est grossier, quoi, je veux dire. Et alors, ils ont la facilité de jeter des fonctionnaires. Il suffit de monter un dossier comme on a monté, moi. On a fait du faux en écriture publique. On l'a soumis à des médecins agréés par le ministère. Moi, j'ai rencontré un expert qui m'a convoqué, forcément, et qui m'a vu en tout et pour tout 10 minutes. Et en 10 minutes, il m'a déclaré invalide. Voilà. Il était déjà initié. Je prends ce terme-là. Il était déjà initié. Il m'a dit, je sais, vous avez monté une association. Donc déjà là, je prends une claque. Il m'a dit, vous êtes fait entendre. Il m'a un petit peu parlé en 10 minutes de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et quand j'ai reçu les conclusions de cette expertise, que je n'ai pas pu contester, puisque de toute façon c'était déjà signé, c'était marqué en gros, en raison de mon âge, et à l'époque, ça s'est passé, j'avais 47 ans, en raison de mon âge et de mon parcours professionnel, déclarons Künka Laurent totalement inapte à toute fonction. Donc c'est la porte. Donc c'est la porte.
Après, c'est la dégringolade. Derrière, il faut savoir quand même que j'ai essayé de remuer ciel et terre. Je me suis pas laissé faire. Hein. J'avais une assistante sociale aussi. T'as pris un avocat J'ai deux avocats parce que j'en ai un qui est sur une affaire. Alors, il faut savoir que derrière, ça a entraîné plein de choses. J'ai subi 2 hospitalisations abusives parce qu'ils ont essayé de se rattraper et de me décrédibiliser. Et donc, ils ont essayé de me faire porter le chapeau de quelqu'un de psychologiquement atteint pour étayer la thèse après coup. Donc, j'ai subi 2 hospitalisations abusives, une de 15 jours et une de 26 jours, qui ont été cassées à chaque fois par un JLD. C'est quoi un GLD? Un juge des libertés? La liberté et de la détention, c'est obligatoire. Donc je suis ressorti, mais il faut attendre 15 jours. Hein. Ouais. Donc là, je suis en train d'attaquer là aussi l'État pour ces hospitalisations abusives. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça me coûte très cher. Bien sûr. J'ai aussi une plainte en faux usage de faux contre X au ministère de l'Intérieur. Hein. Bon, j'ai cité en gros la brochette de malfaiteurs. Hein. C'est une association de malfaiteurs. Ce sont des gens qui portent des insignes qui encadrent. La personne que j'ai citée, elle est actuellement conseillère au gouvernement. Elle a géré la COP21 récemment. C'est quelqu'un quand même qui a déjà été relaxé dans une affaire. Ouais. Alors en plus d'être des criminels, on les récompense pour leur criminalité et leur service rendu. En les plaçant à des postes à responsabilité. C'est-à-dire que à la limite, plus t'es pourri, plus tu montes. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Moi, bizarrement, les personnes qui ont écrit ce genre d'atrocités dans les procédures, hein, c'est parti de ce directeur, c'est descendu jusqu'à mon chef de service qui était commandant. Le commandant, bizarrement, a été muté, donc comme je disais, en ambassade, hein, une récompense. Une récompense, ouais. Le directeur, lui, a été est monté préfet, ensuite conseiller au gouvernement. À l'époque, le député qui est aujourd'hui ministre de la Justice, M. Urvoas, a écrit en ma faveur, puisqu'il connaissait mon dossier. Il a demandé à M. Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, des précisions sur mon dossier et sur ce qu'on a pu dire. C'était dans un but de me... J'ai la lettre, hein, c'est chez le magistrat. Dans le but de me décrédibiliser, il n'a reçu aucune réponse. Bon, tout ça, c'est la même franc-magouille, comme j'appelle. Hein. Ils m'ont assassiné sur un complot. Ils ont essayé de me faire taire, mais je suis quelqu'un d'assez coriace. Ils ont essayé de te pousser au suicide? Alors, je suis quelqu'un, on va dire, peut-être de miraculé, parce que 50 suicides par an dans la police, il y en a beaucoup qui se sont suicidés pour moins que ça. Moi, au contraire, j'ai la hargne, je veux être blanchi, je veux qu'on revienne sur tout ce qui a été dit sur mes parents. Ils ont essayé, oui, tout à fait. Moi, j'ai ces 2 hospitalisations abusives, elles étaient quand même... dans un contexte au milieu de malades mentaux, même le responsable de l'établissement, qui me connaît bien, on est presque devenus amis depuis, m'a dit, mais monsieur Coinca, je ne sais pas ce que vous faites dans mon établissement, je demande à ce que vous sortiez, mais c'est la voix du préfet, quand une hospitalisation abusive est décidée par un préfet, un médecin peut faire 36 certificats et dire non, ce monsieur n'a rien à faire chez nous, c'est le préfet qui décide. C'est le préfet qui décide. Ouais. Tout à fait. Là aussi, c'est vraiment... on est dans un pays où on dit des droits de l'homme, mais bon... Ah non, mais on vit à l'envers. Hein. Et ce que tu me racontes me parle beaucoup, parce que moi, je vis en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant, une expérience personnelle qui se rapproche de ça. Et je reconnais bien dans ce que tu énonces les méthodes qui sont utilisées par la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que déjà, l'utilisation des faux est systématique. C'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi, on crée une histoire de A à Z. Et puis c'est une sorte de harcèlement pour essayer en fait de te faire tomber maximum, de te décrédibiliser à mort. Et puis la suite de l'histoire, c'est ceux qui subissent en fait ce genre de harcèlement et de calomnie. Après, si le mec se suicide pas, une fois que sa réputation est détruite, c'est là que ça devient dangereux physiquement pour la personne, parce qu'ils peuvent s'en prendre physiquement à toi pour t'éliminer, parce que comme ils ont détruit avant ta réputation, tout le monde en a rien à foutre. Exactement. Ils te décrédibilisent, ils ont le pouvoir sur les médias. Bon, il faut savoir qu'il y a des médias locaux à l'époque, bon, Sud-Ouest et La Dépêche, qui ont écrit à mon sujet. Alors j'étais quelqu'un, c'est vrai, quand j'ai voulu secouer le cocotier pour
obtenir la vérité, parce que j'ai été à un moment donné en médiation avec la direction générale. J'ai quand même un ex-directeur général qui devait être intègre, ça devait pas être, à mon avis, un frangin. Pourquoi? Parce qu'il m'a écrit une lettre pour s'excuser sur ce qui avait été dit sur mes parents. C'est quand même une pièce capitale pour le magistrat. Non mais voilà, inventer des trucs comme quoi, alors que ton père est vivant, de dire que tu l'as dépendu, enfin vraiment, enfin, c'est hallucinant quoi. Il faut être accroché, il faut être accroché. Et donc, ils ont peur de rien quoi. Ils ont pas de peur de conséquences, ils ont pas de peur de se faire prendre. Ben non, parce que voilà, ils jouissent d'une impunité totale. Ils racontent n'importe quoi. Ils utilisent les leviers qu'ils ont à leur disposition, puisque ce sont de hauts fonctionnaires, donc 2-3 coups de fil Moi, je suis passé à un moment donné devant le juge d'application des peines, parce que ensuite je suis passé en correctionnel. Il faut savoir qu'après, comme j'avais écrit des mails à cette hiérarchie pour un petit peu les sulfater, on va dire entre guillemets, à un moment donné, quand on m'a dit à la direction générale, on ne peut rien faire dans votre dossier, on ne peut pas avancer, il y a un couvercle, je peux péter les plombs, j'ai dit, vous allez voir, le couvercle, moi j'ai foncé, quoi, parce qu'on s'est attaqué quand même à mes parents. Et on m'a passé en correctionnel, on est venu me chercher, on m'a mis en garde à vue. C'est là que je me suis retrouvé hospitalisé pendant 15 jours. Mais quand le JLD a cassé mon hospitalisation, la famille était tout ça sous les yeux de mes enfants. La famille était venue me récupérer à l'hôpital. C'est pas ma famille qui m'a récupéré. C'est la police judiciaire qui m'a dit ah non mais vous ressortez, attendez, on vous remet en garde à vue. On termine la procédure. Et il faut être accroché là. Ouais, c'est un acharnement. Ouais. Donc ils jouissent d'une impunité totale. Ils ont le pouvoir dans les mains. Ils ont les juges avec eux, certains. J'en ai eu la preuve aussi, puisque quand je suis passé devant le juge d'application des peines, un juge intègre qui m'a avoué, vous pouvez s'en passer, écoutez, j'ai reçu un courrier de la part de ce monsieur qui me demande des précisions et je vais l'envoyer sur les roses. Ça voulait dire que ce directeur en question, qui est devenu préfet, ce préfet en question, avait essayé d'influer sur le magistrat pour m'envoyer au ballon. Et donc, en prison, quoi. Et donc, là, on voit qu'il y a du trafic d'influence, mais de haut vol. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, t'es pas à l'abri, qu'on vienne toquer chez toi, puis qu'on te refoute dans une ambulance, puisque ça, ils savent très bien le faire. Et puis que ça peut, c'est arrivé à un gars, je sais plus, un prof, là, comment il s'appelle, il est enfermé pendant 2 ans, hein, ils l'ont réduit comme un légume. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai une question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Stan Mayo? Ça te parle? Remets-moi un peu sur le. Parce que... Stan Mayo, c'est un ancien policier qui enquêtait sur de la pédocriminalité et qui s'est retrouvé en fait accusé en fuite. Il est parti en Angleterre et puis après il a bougé. En fait, il était tombé sur des dossiers de pédocriminalité liés à des réseaux franc-maçonniques. Et puis en fait, il s'est approché trop près des coupables et puis donc il est parti. Ils l'ont. C'est pas parti de la région toulousaine. Je me rappelle. À l'époque, parce qu'il y a eu un gars en retraite des RG qui a enquêté là-dessus sur la région toulousaine avec l'affaire Allègre, et c'est monté à un certain niveau où ça touchait un peu le gratin de la politique et de la franc-maçonnerie. Ouais. Et je sais pas où c'est allé après l'histoire. Donc, est-ce que tu as, bon, alors, sans parler de Stan Mayo, est-ce que tu as des histoires ou des oui-dire de protection de pédophiles, de réseaux pédophiles? Moi, à mon niveau, non. J'en ai pas connu parce que j'étais qu'un fonctionnaire de police lambda. D'accord. Moi, j'exécutais les ordres même quelquefois contraires à la logique. Ouais. Mais j'ai pas entendu parler. Alors moi, après, je connais quelqu'un qui effectivement se bat depuis des années. Mais ça, c'est en dehors de la police, mais il se bat depuis des années pour la mort de son fils. Qu'on a du côté de la région toulousaine, justement, qu'on a classé en suicide alors qu'il a toutes les preuves en main, comme quoi il n'y a jamais eu de suicide, il manquait des organes à son fils, etc. Ouais. Trafic d'organes, etc. Bon, enfin, ça, c'est une histoire. Okay. Et qu'est-ce que tu penses de l'actualité en ce moment par rapport au CRS en France Alors, quel est le regard maintenant que tu es sorti en fait
du milieu, quel est le regard extérieur que tu as sur tes anciens collègues? Moi, je les plains, franchement, je les plains parce que moi aussi. Le pouvoir s'en sert à toutes les sauces. En fait, la police nationale et les forces mobiles, hein, les forces de l'ordre, les CRS, etc., les gendarmes mobiles, sont utilisés comme un baromètre politique. La France, surtout avec l'état d'urgence là qui vient d'être reconduit, franchement, je les plains. Je les plains, et d'autant plus qu'ils n'ont pas de protection. C'est pas sur les syndicats qu'ils peuvent compter, puisqu'on en a parlé. Les syndicats sont infiltrés. Ils sont infiltrés. Ouais. Et alors, je parle pas du petit syndicaliste de base, mais à un certain niveau, ils jouissent de tout ce qu'ils veulent. Ils sont achetés par le pouvoir. Et ils sont et dans les syndicalistes, t'as des exemples t'as eu des confirmations qu'il y en a certains qui étaient dans les loges francs-maçonnes aussi? Moi, j'ai quelque chose qui m'a choqué un jour, parce que effectivement, moi, je m'intéressais pas trop à cette histoire avant qu'il m'arrive tout ça, franc-maçonnerie. Mais un jour, comme j'étais un syndicaliste de base, justement, parce que je voulais quand même m'investir, j'ai été convié à une réunion sur une région avec tous les représentants des départements et nationaux. Et quand je suis arrivé, alors ça durait 2 jours, hein, quand je suis arrivé à l'endroit précis, le jour du rendez-vous, je voyais pas mal de gars qui se faisaient la bise et puis qui se tapaient sur l'épaule. Et j'étais pas à l'aise avec ça, moi, parce que, bon, moi, on m'a pas fait la bise, hein, on m'a pas tapé sur l'épaule. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre cette proximité. Bon, j'ai tout de suite compris. Pas compris. Voilà. Et c'est vrai que il y en a énormément. Il y en a énormément, et il faut savoir quand même que en France, les ministères les plus touchés et plus infiltrés, c'est quand même au niveau de la sécurité, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Puisque là, bon, mais j'ai pu le constater, et c'est un problème. Bah, il y a les enfants du juge Allègre qu'on parlait de leur père, oui, qui lui était mouillé à fond dans les histoires de pédophilie. Il s'est suicidé, il pouvait plus se regarder dans la glace, quoi. Et les enfants ont balancé toute l'histoire sur leur père, quoi. C'est courageux d'agir. J'ai vu la vidéo. Très courageux. Parce que je suis pas étonné, parce que quand on voit les manipulations, moi je le vis, je l'ai vécu, je le vis encore puisque l'affaire n'est pas terminée. Mais en 2012-2013, quand on voit comment ça s'est goupillé, les écrits plus d'envoyer systématiquement des gens me chercher, etc. Parce que je revendiquais le droit de me défendre, tout simplement. Et même là, je pense qu'il y a encore une intervention, parce que mon affaire, j'ai déposé plainte en 2012, l'affaire est carrée, les noms sont cités, je veux dire, demain, on peut envoyer à la barre ces personnes, et c'est criminel, c'est de la cour d'assises, mon avocat me l'a confirmé. C'est tellement grave que l'écriture un faux en l'écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante, ouais. Et le magistrat m'a avoué, quand je l'ai vu cet été, pour consulter mon dossier, même dans le dossier médical, il n'y a rien en fait. Je tiens à le préciser, on ne connaît pas ma pathologie. Bon. Et le magistrat m'a dit, bon, ben maintenant je vais m'attaquer au bourreau, entre guillemets, et je ne vous cache pas que la tâche va être difficile. Bon, et vu le personnage que j'ai cité, qui est conseiller du gouvernement actuellement, je crains que ça prenne beaucoup de temps. Donc, c'est compliqué parce que... Comment tu vois l'avenir par rapport à ton combat? Déjà, où est-ce que tu en es au niveau relations amicales et familiales par rapport à cette affaire? Est-ce que ça a provoqué des problèmes? Énormément, parce que derrière, financièrement, une perte brutale de mes revenus. Alors moi, j'avais une situation avec une carrière bien programmée, j'avais une maison, des voitures, enfin voilà, et derrière, j'ai une petite pension d'invalidité, mais je veux dire, j'ai perdu 50% d'un coup, donc j'ai dû revendre ma baraque dans l'urgence avec des pertes, plus tout le reste. Je suis en surendettement, je suis criblé de dettes. Je me suis séparé de ma femme, puisque vivre comme ça au quotidien, je la comprends, hein, on est resté en bons termes, mais en fait, entre les hospitalisations, les gardes à vue, plus perdre un emploi comme ça, à un moment donné, il valait mieux qu'on
s'écarte un peu, mais je veux dire, ça a déclenché, ça a été vraiment un tsunami, quoi. D'accord. Et pareil dans ton niveau, dans tes relations amicales, il y a des policiers qui te sont restés, des anciens collègues qui te sont restés fidèles, ou t'as tout perdu tes relations? Je les compte sur les doigts d'une main, Ouais. alors qu'avant j'en avais beaucoup, et ils ne me contactent plus parce qu'ils ont peur. Il y en a qui me l'ont dit, mais ils me l'ont pas dit par téléphone, c'est parce que je les avais croisés dans Ouais, l'ancienne parce région. qu'ils savent que tu es sur écoute. Oui, je l'ai été. De toute façon, j'ai les preuves aussi. Hein, j'ai été sur écoute à l'époque de l'association, puisque dans mon dossier, on a sollicité les renseignements généraux pour voir un peu comment était mon association. Je suis passé par tous les niveaux. Hein. Je suis passé d'extrême gauche à extrême droite. Je suis passé par. On a essayé de nous démolir sur tous les plans. Donc, à un moment donné, les renseignements généraux, ils m'ont approché. Ils sont pas venus à ma porte. Ils m'ont forcément écouté. Et ces collègues-là m'ont tourné le dos parce que. Ben pour eux, ben déjà d'une part, comme on m'a décrédibilisé avec cette histoire de famille, de pendaison, ils se sont dit quelque part, ben, si la hiérarchie le dit, il doit avoir raison, puisque c'est comme ça qu'on détruit un individu. Hein, on colporte sur lui des bruits, d'autant plus quand on a un pouvoir. On lui met une étiquette et après, ben on le massacre. Et les gens derrière pensent que voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Ouais. Moi, j'ai dû prouver à la direction générale qu'il n'existait rien de tout ça. Et l'adjoint directeur que j'avais eu au téléphone à l'époque m'avait dit, mais monsieur, je ne peux pas avancer, il y a un couvercle sur votre dossier. Couvercle, c'est la franc-maçonnerie. Et est-ce que d'un côté, donc, t'as des gens qui se sont éloignés de toi? Est-ce que de l'autre côté, ça a rapproché d'autres contacts que tu as pu te faire de personnes qui étaient dans des cas similaires au tien?